Mélanie Joly, ministre de l'Industrie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci, ça me fait plaisir. Alors, j'aimerais bien sûr d'abord vous entendre sur l'arrivée au sein de votre caucus de Marilyn Gladu. Évidemment, un changement d'allégeance qui, je pense, a beaucoup surpris étant donné ses positions passées. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la décision de M. Carney de l'accueillir à bras ouverts au sein de l'équipe libérale? Est-ce que c'était un choix judicieux? Ben, je pense que c'était le choix à faire parce que dans la mesure où on a des députés de l'opposition qui veulent travailler et joindre le gouvernement sur la base de bâtir une économie forte, je pense qu'on a les bras ouverts maintenant. Les lignes rouges au niveau du Parti libéral sont bien connues. Et notre objectif encore et toujours est de faire en sorte de défendre le droit des femmes, de défendre les droits des minorités sexuelles, le fait de croire à la science, etc. Et donc, si les gens veulent tout à coup se joindre à nous, mais aussi s'engagent à voter avec le gouvernement, alors il n'y a pas de problème. J'aimerais aussi vous entendre sur le travail que votre gouvernement fait sur de nombreux enjeux. Évidemment, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Carney, vous avez mis en branle plusieurs grands chantiers, que ce soit la stratégie industrielle de défense, l'atteinte de la cible de 2 en dépenses militaires. Oui. Il y a la stratégie automobile. Par exemple, il y en a plusieurs. Oui, il y en a l'attraction de talent. Je pourrais continuer. Il n'y a pas de problème. Donnez-moi du temps d'antenne, je vais vous en parler. Il y a plein de grands chantiers en branle, mais c'est tous pour en fait, ça va livrer les résultats dans des mois, des années à venir. Les gens, maintenant, veulent de l'aide dans leur quotidien, étant donné la crise de l'abordabilité, la crise du coût de la vie. Est-ce que vous avez l'impression que votre gouvernement doit en faire davantage maintenant pour aider ces gens-là dans leur immédiat? Bien, je pense qu'on doit faire les deux. On doit être capable d'avoir de l'impact. Bien, je pense que oui. Je pense qu'on a été capable de livrer au niveau des dépenses des investissements militaires assez rapidement. On a atteint 2 du PIB en l'espace de 10 mois, ce qui n'a pas été le cas depuis... sur le coût de la vie. OK, parce que vous m'avez parlé de stratégie industrielle, puis après vous parlez parce du coût que de la tous vie. ces projets-là en branle, mais les gens veulent de l'aide maintenant. Non, je comprends. Mais en fait, mon point est... Mon boulot, moi, c'est de vraiment protéger les emplois dans des secteurs tarifés. Ouais. Donc ça, l'acier, l'aluminium, tout ce qui est lié au secteur automobile, etc., la forêt, on s'est occupé de ces gens-là. C'est pas parfait, mais sincèrement, on aide présentement les entreprises à maintenir leurs travailleurs et à pivoter vers d'autres nouveaux marchés, nouveaux produits. Ça, c'est la première chose. Au niveau de créer des nouveaux emplois, on pense qu'on est capable rapidement de créer des nouveaux emplois, certainement via la stratégie industrielle de la défense, comme vous le dites. Au niveau de l'abordabilité, en effet, on doit être capable de s'attaquer encore davantage à tout ce qui est oligopole, tout ce qui est trop grande concentration dans le fond des entreprises. Mm-hmm. Mon boulot, c'est d'être aussi en charge de tout ce qui est tribunal de la concurrence. J'ai dit que j'allais être très, très, très hawkish en anglais, donc très sévère sur la question de la concurrence. Au cours des prochains mois, vous m'entendrez davantage parler de ça parce que je pense que plus on a de concurrence, plus on est capable de baisser les prix. On a été capable de le faire au niveau des télécommunications récemment. On a pris une décision importante sur le marché, dans le fond, de tout ce qui est la fibre optique pour justement... La fibre, en fait, pour connecter les maisons. Et en ce sens-là, on voit déjà que il y a certains joueurs des télécommunications qui sont capables d'offrir des prix à 20 moins chers en Ontario qu'il y a un an. Donc, est-ce que là, vous ciblez d'autres secteurs en particulier au cours des prochains mois? Vous allez m'entendre dans les prochains mois sur différents secteurs, mais ça, c'est certainement quelque chose sur lequel je vais me concentrer. L'autre chose, c'est qu'on sait que l'inflation alimentaire est trop prononcée. Quand on va à l'épicerie, vous et moi, puis on fait notre épicerie, c'est vraiment frustrant de voir parfois les prix. Mm-hmm. C'est lié à différentes raisons. Particulièrement le fait qu'on doit aussi avoir une moins grande concentration de compagnies dans le secteur de la transformation alimentaire. On n'a pas assez d'abattoirs au pays. On doit être capable aussi d'avoir un petit peu plus de souveraineté alimentaire pour faire baisser les prix, être moins dépendant des États-Unis, moins être impacté de façon indirecte par leurs tarifs. Et donc ça, c'est les choses sur quoi on travaille aussi à court terme. Mais je vous dirais que vraiment, vraiment à court terme, au cours des prochaines semaines, les Canadiens les plus vulnérables vont recevoir un chèque ou un transfert dans leur compte
pour justement être capable de les aider à absorber cette augmentation d'inflation alimentaire. Parlons aussi de l'usine automobile de Stellantis. Oui. Vous avez exclu le recours au kit de démontage si l'entreprise souhaite produire des véhicules électriques chinois dans l'usine de Brampton qui est à l'arrêt, je pense, depuis déjà 2 ans. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de cette usine? Quel message est-ce que vous lancez actuellement à Stellantis? Ben, nous, on veut une reprise de la production, puis on veut un modèle. Parce que ce que Stellantis a annoncé l'automne dernier, essentiellement, c'était le fait qu'il n'allait pas construire le Jeep assembler, en fait, le Jeep Compass à Brampton. Contrairement à ce qu'ils avaient dit au gouvernement et contrairement aux ententes qu'ils avaient signées avec le gouvernement. Donc, on est en négociation avec eux. Comment ça se passe? Ben, écoutez, c'est pas compliqué. Soit qu'ils ramènent la production à Brampton, ou soit ils vont devoir rembourser le gouvernement. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, on va avoir notre argent. Parlons aussi des F-35. Vous avez demandé davantage de retombées économiques à Lockheed Martin, mais il y a aussi Saab qui offre le Gripen. Selon CBC, Saab propose maintenant d'établir un centre de données qui serait hébergé à Montréal pour héberger des renseignements critiques liés aux missions. Dans quelle mesure est-ce que ça va peser dans la balance de votre calcul là-dessus? Bien, c'est sûr que dans notre nouvelle stratégie industrielle de la défense, ce dont on parle, c'est aussi d'être capable de contrôler notre propriété intellectuelle. Et présentement, c'est pas le cas avec les F-35. Donc, nous, on a des conversations avec Lockheed Martin sur les F-35 pour être capable d'avoir davantage d'investissements au Canada, de créer davantage d'emplois au Canada. Moi, je suis assez critique de la façon dont, à l'époque, on n'a pas été capable de négocier plus d'investissement au Canada. Il y a certains pays dans le monde qui ont été capables d'avoir des centres de réparation, de maintenance, même d'assemblage des F-35. Et ça, quand on fait ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte de créer de l'emploi. Donc, le F-35 est le plus grand contrat d'approvisionnement que le gouvernement du Canada a donné de son histoire récente. Donc, on va avoir des F-35, c'est clair. On va avoir, on a beaucoup de conversations à savoir quelle va être la suite. Est-ce que le Gripen est toujours sur la table? J'ai eu des conversations également avec la compagnie Saab, parce que aussi ce que Saab propose au niveau du développement, mais aussi au niveau de l'assemblage du Gripen et du contrôle de la propriété intellectuelle peut être fort intéressant, parce que ce serait un des plus grands projets industriels au pays. Mais il n'y a pas aucune décision qui a été prise et on doit être capable de regarder 2 choses, en particulier certainement qu'est-ce que nos forces armées canadiennes ont besoin, c'est toujours la priorité, mais aussi combien d'emplois on est capable de créer. Juste en terminant, évidemment, tous les projecteurs demain seront braqués sur les 3 circonscriptions où il y aura des élections partielles, y compris à Terrebonne, où je comprends vous avez été de passage à de nombreuses reprises. Oui. Quel est le message que vous lancez à ces électeurs? Bien, en fait, aux gens de Terrebonne que je rencontre, puis j'en ai rencontré vraiment plusieurs, c'est le parti qui peut vous offrir de la stabilité dans un monde chaotique et instable, c'est le Parti libéral et c'est le gouvernement du premier ministre Carney. Alors, si vous pensez que c'est nécessaire d'avoir cette stabilité-là, je vous dirais que je l'entends à toutes les portes, bien, votez pour nous. Votez pour Tatiana Auguste, qui est une excellente candidate. Votez pour une équipe de ministres du Québec et de députés du Québec qui est très, très importante. Et essentiellement, on va pouvoir être capable de défendre Terrebonne, que Terrebonne soit à la table de décision, mais aussi toutes les entreprises et les entrepreneurs et les travailleurs de Terrebonne, parce que vous savez, Terrebonne est très affectée par les tarifs. C'est une circonscription où il y a beaucoup de PME, où on fait de la transformation de l'acier, transformation de l'aluminium. Bref, gros secteur manufacturier. Et donc, c'est pourquoi je pense que les gens se sentent rassurés par le fait qu'on a un bon plan de match et justement qu'on puisse éventuellement bien les représenter. Mélanie Joly, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci.